Bienvenue au quart d'heure littéraire. Je suis Baptiste Violi et dans le cadre de la semaine de la France, on m'a gentiment demandé de dire quelques mots sur le genre littéraire de la nouvelle. Donc pour un petit quart d'heure littéraire, en faisant quelque chose de très personnel, donc je vais parler de l'Amérique latine, je vais aussi parler de la France et en tout cas des auteurs que j'aime et pour vous donner pourquoi pas envie de lire ou de relire certains textes. Pourquoi? Parce que j'aime les livres, et je lis et écris des nouvelles depuis un certain temps et que j'ai été récompensé récemment pour un prix, le prix du magazine Lire en France, un concours de nouvelles dont on reparlera à la fin. Je vais parler dans cette vidéo des auteurs que j'aime, mais tout au long de la vidéo, n'hésitez pas à parler des auteurs que vous aimez, qu'ils soient latino-américains, français ou africains ou américains. N'hésitez pas à parler. Donc moi, en Amérique latine, les auteurs de nouvelles que j'aime le plus, qui m'ont le plus influencé, c'est des gens comme Benedetti, Borges, Bolaño. Aux États-Unis, c'est des gens comme Edgar Allan Poe, Hemingway, Don DeLillo, Raymond Carver. En France, des écrivains comme Régis Geoffrey ou Franz Bartelt. Au Canada, une femme comme Alice Munro, par exemple, hein, qui a reçu le prix Nobel en 2013 pour son œuvre. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas tout au long à parler des auteurs que vous aimez. Donc, j'ai accepté cette invitation de l'Alliance, qui, je sais, a toujours été très active sur le plan culturel à San Salvador. Aussi- Et aussi parce que c'est en cette période exceptionnelle, peut-être une bonne occasion, si on a du temps, pour ceux qui ont plus de temps, de lire ou de relire, car de toute façon, il n'y a jamais de bonnes excuses pour ne pas lire. Et parfois d'ailleurs, lire, ça ne prend pas tant de temps que ça. Et c'est d'ailleurs le cas de la nouvelle. Car comme vous le savez, le genre de la nouvelle, c'est un genre qui se caractérise en contraste avec le roman par sa brièveté. Donc on parle en général de quelques pages ou quelques dizaines de pages. Les écrivains parlent plus souvent en signes ou en mots. Donc 3 000 mots, 7 000 mots, 12 000 mots, c'est une nouvelle. Au-delà de 30 000 mots, 40 000 mots, c'est souvent un roman. Et d'ailleurs, on a intitulé cette petite capsule audio Nouvelle aux novellas pour faire référence avec un jeu de mots aux faux amis, car si je comprends bien, novella pour moi en espagnol, ça a toujours été un roman, alors que vous utilisez le terme de cuento euh, pour parler de ce que nous, en France, on appelle, euh, on appelle une nouvelle. Donc une nouvelle en français, c'est un texte court, avec ensuite une intrigue insolite, originale, avec souvent peu de personnages, qui permettent de raconter une histoire, donc un événement particulier ou quelque chose d'universel, et de refléter le sentiment, une bizarrerie du monde, ou le sentiment d'étrangeté au monde de son auteur, et qui se termine le plus souvent par ce qu'on appelle dans la tradition littéraire une chute. C'est-à-dire quelque chose de surprenant, inattendu, quelque chose qui surprend le, le lecteur. Alors, je ne sais pas comment on utilise, quel mot on utilise pour dire chute en espagnol dans ce cadre-là. Mais ensuite, les nouvelles donc, sont des textes qui abordent tous les sujets. Donc, vous savez bien, il peut y avoir des nouvelles classiques, mais aussi des nouvelles fantastiques, et des nouvelles de science-fiction. Et, et donc, ce qui caractérise la nouvelle, c'est effectivement sa longueur, donc quelque chose de très dense, de très condensé, de très ramassé. On parle de condensation, on parle de concision, effectivement, toujours pour la nouvelle. C'est-à-dire dire quelque chose en très peu de mots. Et si vous avez déjà essayé, c'est très difficile. Euh, on parle de condensation aussi, par exemple, pour le genre de la poésie, avec des cadres prédéfinis, comme par exemple le sonnet, ou encore l'haïku, qui est une forme poétique japonaise qui parfois peut se résumer à une seule phrase. Dire quelque chose, raconter une histoire avec peu de mots et peu d'espace, c'est parfois très difficile. Donc c'est un exercice compliqué pour ceux qui tweetent, par exemple, écrire une histoire en 200 caractères. Si vous êtes sur Twitter, vous allez très facilement vous rendre compte que c'est en général un exercice très difficile, en particulier quand on a une exigence vis-à-vis de la langue et qu'on n'écrit pas seulement avec des abréviations. Voilà, donc pour illustrer ce que je viens de dire, j'ai trouvé
une citation d'un auteur français, un nouvelliste connu au XXe siècle qui s'appelle Paul Morand, qui était d'ailleurs aussi diplomate et qui avait écrit énormément de nouvelles et qui avait résumé cet exercice de concision à cette phrase que j'aime beaucoup qui dit: La nouvelle tient bon grâce à sa densité. Il n'y a pas de quoi se nourrir dans une nouvelle, c'est un os. Voilà, donc c'est une image un peu pour dire que aussi le travail de toute façon très important pour l'écrivain, c'est celui de couper, donc couper dans son texte. C'est vrai pour le roman, mais c'est peut-être davantage vrai pour la nouvelle. Retrancher, soustraire, couper les cheveux qui dépassent, enlever l'inutile, le superflu et tout ce qui ne sert pas, tout ce qui ne sert pas la narration et le récit. L'histoire, l'histoire de la nouvelle, en fait, il existe depuis très longtemps des textes courts. On peut remonter très loin dans le temps, et au conte, effectivement, à la fable également, dans tous les endroits du monde. On trouve on trouve ce genre de textes dans l'Antiquité. Certains disent que des passages d'Homère, notamment, peuvent être assimilés à des nouvelles. Puis un auteur iranien au XXe siècle, au Xe siècle, pardon, qui passe pour être un inventeur de la nouvelle, du moins son précurseur, qui s'appelle Badi al-Zaman al-Mazani, donc en Perse, au Xe siècle. On trouve ce genre de texte. Ensuite, en Europe, au Moyen Âge, notamment les Italiens, qui en font vraiment un modèle, notamment avec Boccaccio, qui est repris d'ailleurs par Cervantes, hein, et qui, entre les deux tomes de Don Quichotte, de Quijote, publie plusieurs nouvelles qui sont intitulées, dans le recueil s'intitule Novelas Ejemplares, d'ailleurs qui utilise à ce moment-là le terme de novelas, alors que ce sont donc des récits très courts. Quant à la France, c'est surtout au XIXe siècle en fait que le genre de la nouvelle connaît son essor. Même si avant il y a des textes classiques, on a souvent dit que, par exemple, Candide de Voltaire ou La princesse de Clèves de Madame de Lafayette étaient des nouvelles, ou en tout cas ont été assimilées à tort ou à raison à des nouvelles. Mais c'est vraiment le 19e siècle qui permet à des auteurs classiques, donc évidemment, vous avez certainement entendu parler voilà, de Flaubert, de Zola, de Barbey d'Aurevilly, de George Sand, etc., qui s'y essayent, mais tout le long du 19e et encore au 20e siècle, plus encore au 20e siècle, peut-être le genre de la nouvelle, en fait, est un genre un peu délaissé dans la littérature, c'est-à-dire peu considéré. La nouvelle est mal aimée. Et disons qu'à côté du roman, hein, qui est une sorte d'objet indépassable, euh, une sorte de produit littéraire indépassable, la nouvelle est souvent considérée comme un genre mineur. Mais pourtant, comme on l'a dit, donc tous les grands auteurs s'y essayent. Donc on a cité Flaubert, Zola, et bien sûr, par exemple, au XIXe siècle, il y a également Maupassant, hein, qui a écrit des nouvelles qui sont encore restées aujourd'hui comme des modèles, comme Boule de Suif ou Le Horla, dont je vais citer un extrait, qui est une petite nouvelle qui met en scène un personnage qui a l'impression de sombrer dans la folie. 18 mai, je viens d'aller consulter mon médecin, car je ne pouvais plus dormir. Il m'a trouvé le pouls rapide, l'œil dilaté, les nerfs vibrants, mais sans aucun symptôme alarmant. Je dois me soumettre aux douches et boire du bromure de potassium. 25 mai, aucun changement. Mon état vraiment est bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit, comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dîne vite, puis j'essaie de lire. Mais je ne comprends pas les mots, je distingue à peine les lettres. Je marche alors dans mon salon de long en large, sous l'oppression d'une crainte confuse et irrésistible, la crainte du sommeil et la crainte du lit. Vers 10 heures, je monte dans ma chambre. À peine entré, je donne 2 tours de clé et je pousse les verrous. J'ai peur. De quoi? Je ne redoutais rien jusqu'ici. J'ouvre mes armoires, je regarde sous mon lit, j'écoute. J'écoute quoi? Ah, c'est une nouvelle d'ailleurs de Maupassant, comme tous les textes du 19e France, qui sont accessibles sur Internet gratuitement. Donc, vous pouvez, si ça vous intéresse, continuer la lecture de ce texte sur Internet, sur Wikisource, par exemple. Donc ça c'est le 19e en France. Au 20e siècle, il y a ensuite de très grands auteurs. On a cité Paul Morand,
Ensuite, il y a des auteurs comme Nathalie Sarraute, etc. Jusqu'à aujourd'hui, les auteurs contemporains, on va dire reconnus de nouvelles, que sont Éric Emmanuel Schmitt, comme j'ai dit, Franz Bartelt, Régis Geoffrey, et puis d'autres plus, euh, plus populaires, on va dire. Le 19e, c'est aussi, il faut quand même citer des auteurs russes. Le 19e, c'est là aussi qu'on voit pour les Russes de très grands auteurs déployer leur talent dans le genre de la nouvelle, comme des auteurs comme Pushkin, Gogol, et surtout Tchekhov, hein, qui est très connu comme nouvelliste et qui aurait écrit plus de 600 nouvelles dans sa vie. Donc le 19e est très important pour des pays comme la Russie et la France, alors qu'en Amérique latine et aux États-Unis notamment, je pense que c'est plutôt le 20e siècle qui voit se déployer des grands talents, même si au 19e, il y a quand même Edgar Poe hein, qui a été traduit en France par Baudelaire, donc c'est ce qui a contribué à le faire connaître, hein, qui a écrit des histoires extraordinaires, qui est très souvent étudié à l'école, dont Le Chat Noir, par exemple, qui est très 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 connu. Mais aux États-Unis, donc le 20e siècle, le genre de la nouvelle est très important parce que et beaucoup d'auteurs en fait aux États-Unis cherchent absolument à être publiés, à faire publier leurs nouvelles dans des revues prestigieuses comme le New Yorker, car à cette époque, publier une nouvelle dans un journal connu comme celui-ci, c'était l'assurance d'être payé avec un chèque, avec vraiment une somme colossale à l'époque, qui leur permettait de vivre une année entière, de continuer à travailler. Donc là, c'est pour ça que tous les grands écrivains américains de cette époque-là se sont essayés à la nouvelle, ont écrit des nouvelles et les ont publiées. Avant de les publier dans des ouvrages, ils les ont publiées souvent dans des revues, hein, pour être reconnus, connus et également pour leur permettre de vivre. Donc tous y sont essayés, Jack London, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, William Faulkner, et jusqu'aux écrivains vivants encore aujourd'hui comme Stephen King. Donc aux États-Unis, c'était vraiment un genre prisé, contrairement euh, beaucoup plus considéré en tout cas euh, qu'en France, et qui fait qu'aujourd'hui encore, quand on regarde les ventes aux États-Unis ou en France, on voit qu'il y a beaucoup plus de nouvellistes qui sont vendus aux États-Unis et qu'en tout cas que la part de marché, disons, de la nouvelle est beaucoup plus importante là-bas, en tout cas qu'en France. Pourquoi les auteurs écrivent des nouvelles aux États-Unis? C'est aussi certainement en rapport au statut économique des auteurs qui très souvent sont obligés de faire un métier à côté en plus de leurs activités littéraires. Et dont certains disent, par exemple comme Raymond Carver que j'aime beaucoup, qui a fait des tas de boulot en plus en plus d'écrire, et qui disait ne pas avoir le temps pour écrire un roman, donc qui s'était mis en premier temps, dans un premier temps à écrire des nouvelles. Euh, voilà, donc j'ai cité Carver, effectivement, dont je pourrais peut-être dire un mot, qui est un écrivain que j'adore et qui écrit souvent sur des thématiques sociales, hein. Il a été notamment connu, on va dire reconnu dans les années 80, donc il y a une quarantaine d'années aux États-Unis, qui écrit sur des thématiques sociales et qui écrit sur on va dire sur la vie des gens au fin fond des États-Unis, qui vous fait souvent entrer dans la psychologie de ces gens. Et c'est souvent extrêmement impressionnant en fait Raymond Carver, parce que ce qui est formidable quand on a découvert la littérature avec des textes classiques, donc très écrits, etc. Proust, Flaubert, Zola, des tas d'auteurs, même effectivement Borges pour l'Amérique latine. Raymond Carver, il écrit avec très peu de mots, donc avec une économie de moyens, euh, avec très peu de sophistication. Il arrive à produire des effets extrêmement forts, extrêmement puissants, tout en parfois, la plupart du temps, n'utilisant pas la chute, qui est la surprise à la fin de cette nouvelle. Et pour ça, je crois que c'est vraiment, en tout cas, un des plus grands et un, un des auteurs de nouvelles que j'adore. Je vais lire maintenant un extrait d'une nouvelle qu'il a écrite et qui s'appelle Voisin de palier. Bill et Arlene Miller formaient un couple heureux, mais ils avaient parfois l'impression d'être passés à côté de quelque chose que seul avait manqué parmi leurs relations et amis. C'était comme s'ils avaient raté le coche. Bill demeurait rivé à ses devoirs de comptable, Arlene à ses travaux de secrétaire. Il leur arrivait d'évoquer ce problème, le plus souvent en comparant leur vie à celle de leurs voisins Harris et Jim Stone. Il semblait aux Miller que les Stone menaient une existence plus pleine et plus brillante.
Ils dînaient tout le temps en ville. Ils invitaient des gens chez eux, parcouraient le pays lors de voyages qui avaient un vague rapport avec le travail de Jim. Les Stone habitaient sur le même palier que les Miller. Jim était représentant pour une entreprise de pièces détachées, ce qui lui permettait fréquemment de concilier les affaires et les plaisirs du vagabondage. Ainsi, l'occasion se présenta-t-elle une fois de partir pour 10 jours. Les Stone iraient d'abord à Cheyenne, puis à Saint-Louis rendre visite à des parents. Durant leur absence, les Miller se chargeraient de leur appartement, nourriraient la minette et arroseraient les plantes. Un matin, Bill et Jim se serrèrent la main à côté de la voiture, tandis qu'Arlene et Harriet, se tenant mutuellement par les coudes, échangeaient de légers baisers sur les lèvres. Voilà, encore une fois, si vous avez envie de vous procurer un livre de Raymond Carver, je vous conseille vraiment, et notamment ce recueil, je crois qu'il est extrait, ce texte qui est extrait de Vitamine du Bonheur, si je ne me trompe pas. Voilà pour les États-Unis. Donc pour l'Amérique latine, je l'ai dit, moi, les auteurs qui m'ont le plus plu et le plus influencé, c'est probablement Borges et Benedetti, et également Bolaño, euh, par exemple, Francisco Coloane. Et je crois qu'en fait, la réussite pour un auteur, c'est souvent d'arriver à créer dans le cerveau du lecteur une image, une émotion qui ne disparaîtra jamais. Et moi, vraiment, c'est le cas, par exemple, pour Borges. Donc, j'ai lu certaines de ses nouvelles il y a de nombreuses années, et il y a encore aujourd'hui dans ma tête des images de lui qui ne sortiront jamais de ma mémoire, qui sont tellement originales qu'on ne les oubliera jamais. Je crois que c'est ça vraiment la réussite d'une nouvelle. Et en plus, chez Borges, effectivement, dire pour ceux qui l'ont lu, vraiment une pureté, très grande pureté dans l'écriture. Peut-être la concision poussée à un absolu, et effectivement beaucoup d'érudition. Donc c'est des textes parfois difficiles. Mais voilà, beaucoup de nouvelles avec des thèmes qui jouent, des nouvelles qui jouent souvent avec l'idée de Dieu, avec les questions d'identité, avec la relativité, du temps, de l'espace. Il traite beaucoup la question de la mort, de la mythologie, le rêve. C'est vraiment un très grand écrivain qu'il faut à mon avis le relire. Je vais lire un petit extrait de l'écriture de Dieu, l'écriture du Dieu, pardon, qui est extrait, je crois, du recueil La Lèpre. La prison est profonde, elle est en pierre. Sa forme est celle d'une demi-sphère presque parfaite. Le sol, qui est aussi en pierre, l'arrête un peu avant le plus grand cercle, ce qui accentue de quelque manière les sentiments d'oppression et d'espace. Un mur la coupe en son milieu. Il est très haut, mais n'atteint pas la partie supérieure de la coupole. D'un côté, il y a moi, Tinacan, mage de la pyramide de Caholom, qui fut incendié par Pedro d'Alvarado. De l'autre, il y a un jaguar, qui mesure à pas égaux et invisibles le temps et l'espace de sa cellule. Au ras du sol, une large fenêtre munie de barreaux s'ouvre dans le mur central. À l'heure sans ombre, midi, on ouvre une trappe dans le haut et un geôlier, que les années ont petit à petit effacé, manœuvre une poulie de fer et nous descend à l'extrémité d'un câble des cruches d'eau et des morceaux de viande. La lumière pénètre alors dans l'oubliette. C'est le moment où je peux voir le jaguar. C'est vraiment quelque chose d'unique, les nouvelles de Borges. Et je pense que vous n'aurez pas de difficulté à vous les procurer en Amérique latine. Je vous invite vraiment à les lire, et puis les lire en français, mais bien sûr les lire dans la version originale. Euh, voilà, donc un petit mot pour dire qu'effectivement Borges m'a beaucoup influencé, mais il y a également Benedetti qui m'a beaucoup marqué. Il y a quelques années, quelqu'un m'a conseillé de lire Benedetti ou de relire Benedetti. Et c'est grâce à Benedetti que j'ai aujourd'hui encore, des années après, alors que je n'ai jamais mis les pieds en Uruguay, une image mentale très précise de Montevideo, en tout cas comme des souvenirs. Donc, il faut lire Benedetti, ce sont des textes souvent plus accessibles d'ailleurs que Borges, avec des intrigues souvent ancrées dans la vie quotidienne des gens, avec des personnages réels, on va dire, avec d'ailleurs très souvent des choses qui le touchaient directement, donc très souvent des personnages de journalistes ou d'écrivains. Et de la même manière, pour moi, si je peux partager un autre nom, c'est Francisco Coloane,
Francisco Coloane, qui est un auteur chilien, grâce à qui encore aujourd'hui, que j'ai lu il y a très longtemps. Et bien que j'ai jamais mis les pieds au Chili, j'ai des images dans ma tête pour toujours, des îles Chiloé ou de Valparaíso, hein, et de toutes ces scènes qui racontent, par exemple, dans un recueil comme Tierra de Fuego, je crois, euh, des scènes de vie de pêcheurs, des pêcheurs qui passaient parfois des mois en mer dans cette région du monde très inhospitalière sur des bateaux comme très spécifiques, notamment les baleiniers. Voilà, donc c'est un peu les auteurs latino-américains dont j'avais envie de parler. Si vous avez des auteurs d'Amérique centrale ou de France que vous aimez, dont vous avez envie de parler, voilà, j'attends. Donnez-moi les noms des auteurs ou les noms des titres de recueils que vous aimez. Voilà pour les latino-américains. Pour ce qui est des auteurs français contemporains, c'est vrai que c'est jamais. Il faut aussi dire aussi que c'est jamais évident de trouver des auteurs qu'on aime. Il faut passer par beaucoup de livres malheureusement qu'on n'aime pas pour pouvoir finalement trouver des livres ou des auteurs qu'on aime. Donc il ne faut pas se décourager. Il faut aussi faire confiance à des conseils, bouche à oreille, etc. Donc c'est toujours effectivement difficile en fait de se repérer pour arriver à trouver des choses qu'on va aimer. Il y a aussi effectivement en France des prix qui peuvent parfois aider à s'orienter là-dedans. Parmi ces prix en France, c'est vrai qu'il y a quand même le Goncourt de la nouvelle, euh, qui, quand on a envie de lire des nouvelles et qu'on ne sait pas exactement quoi lire, peut être un bon indicateur. Parmi les lauréats de ce prix, moi je peux conseiller par exemple les nouvelles de Foi de la Rouille, qui a reçu le prix en 2013 pour, je crois, L'étrange affaire du pantalon de Dassoukine. Je vous conseille vivement, si vous aimez les histoires avec beaucoup de cynisme, d'humour noir, de sarcasme, microfiction de Régis Geoffrey, qui est vraiment extraordinaire. Alors, ça a des textes presque plus courts que des nouvelles, parfois d'une page, deux pages, parfois moins d'une page, avec des personnages très réels, mais très cruels, parfois drôles, monstrueux. Il y a vraiment beaucoup d'humour. Il y a aussi beaucoup d'humour chez Franz Bartelt, hein, que j'aime beaucoup. Et puis, pourquoi pas dire d'autres auteurs, une femme par exemple comme Marie-Hélène Lafont, ou un auteur qui vend beaucoup, et notamment à l'étranger, qui s'appelle Eric Manuel Schmitt, que j'aime aussi. Euh, voilà, donc la vidéo touche à sa fin. J'ai partagé quelques noms et j'espère vous avoir donné un peu l'envie de lire des nouvelles. Quant à la nouvelle pour laquelle j'ai été récompensé récemment pour le concours de lire, elle est publiée dans le journal, dans le magazine d'été Lire, magazine littéraire. C'est une nouvelle, si ça vous intéresse, sur le monde de l'entreprise, sur le monde du travail. C'est une nouvelle écrite sur un homme qui travaille pour une grande entreprise, disons, mais que tout le monde a oublié, euh, qui a été mis au placard, comme on dit en français selon l'expression, et qui s'est peut-être lui aussi oublié lui-même. Donc je vais en lire rapidement un court passage. Au bout de ce couloir qui donnait sur les escaliers de secours, mis à part le local des agents de maintenance et un autre bureau qui, depuis longtemps, avait été condamné et servait d'entrepôt pour le stock, il était seul, et personne ne venait d'ordinaire le déranger. Techniquement, personne n'avait besoin de venir jusqu'ici. Le matin, son entrée dans le bâtiment de l'organisation était réglée comme du papier à musique. Il n'avait qu'à glisser sa sacoche dans le scanner du SAS de sécurité, à passer devant les gardes, à avancer tête basse jusqu'à l'accueil tenu par une jeune fille complètement apathique, à s'engouffrer dans les escaliers de secours, il s'interdisait de prendre l'ascenseur, à grimper 4 à 4 les marches jusqu'au premier étage et enfin à se glisser dans son bureau pour y disparaître le reste de la journée. Le processus pour sortir de l'immeuble était sensiblement le même. Il s'arrangeait pour partir ou arriver 10 minutes avant l'heure de pointe afin de croiser le moins de monde possible. Beaucoup ne soupçonnaient même pas que cet homme travaillait au sein de l'organisation. Pas le genre d'homme qu'on remarque. C'était de toute façon tellement rare et fortuit de le croiser que la plupart des gens le prenaient pour un agent de commerce ou d'assurance. Il était aussi invisible, incolore et inodore que le vent. Voilà, c'était un extrait
de ma nouvelle qui a été récompensée, qui est dans le magazine. J'en profite aussi pour partager le lien vers les textes des autres lauréats du même concours, et qui, eux, sont 5 lauréats qui ont été publiés, non pas dans le magazine, mais en ligne, donc on peut trouver en ligne. Donc on va mettre le lien, je pense, en bas de la vidéo. Et notamment les 5 finalistes sont en mémoire de l'absente de Mathilde Dondaine, Hector se disperse de L.J. Wagner, comme un orteil cassé sur le pied d'une table basse de Laurent Grima, Le prix des bonnes choses de Delphine Muse et Tu aideras ton prochain de Emma Boffari. Voilà, donc si vous avez envie de lire un texte qui est en plus accessible gratuitement sur Internet, je vous encourage à cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Voilà, et je vous dis merci, au revoir et bonne semaine de la France. Quant à l'Alliance française, je leur passe un gros coucou et c'est peut-être aussi l'occasion de de leur demander pourquoi ne pas créer un concours de nouvelles à l'Alliance française. Voilà, comme on dit, ça ne coûte rien et pour une fois, c'est vrai. Donc voilà.